On connaît bien des histoires rocambolesques de faux résultats scientifiques, comme les avions renifleurs qui soi-disant flairaient le pétrole et qui ont grugé les hommes politiques, ou encore la mémoire de l'eau qui aurait gardé la mémoire d'un produit alors que celui-ci n'était plus présent, ce qui a fait la une du journal Nature. La tricherie plus ou moins importante reste confinée dans le cercle des scientifiques avec parfois des contritions publiées dans des grands journaux spécialisés. Mais alors pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que ces tricheries prennent de l'importance. Je ne parlerai pas du plagiat, oubliant de citer l'auteur véritable de l'article, mais surtout de la sélection des expériences, ne gardant que des résultats positifs, oubliant les résultats négatifs, de la comparaison d'un résultat à une base appelée contrôle, mais qui ne correspond pas à l'expérience, ou encore l'invention d'un résultat, ou l'addition de malades fictifs dans un essai thérapeutique, ou des manipulations encore plus grossières, comme par exemple celle de peindre en noir des poils de souris blanches pour faire croire qu'on a trouvé la manière de faire des greffes. Les scientifiques impliqués dans de tels faits sont non seulement bannis par la communauté, mais en plus, ils doivent, comme aux États-Unis, rembourser de leur poche toutes les subventions qu'ils ont reçues pour faire leurs recherches. Et ces sommes peuvent se chiffrer parfois à des millions de dollars. Mais quelles sont les conséquences de ces tricheries? Tout d'abord, une perte d'argent et de temps. Tous les laboratoires se basent sur ces découvertes sensationnelles, les prenant pour réelles, et élaborent des recherches encore plus complexes. Les chercheurs passent du temps et dépensent beaucoup d'argent et s'aperçoivent qu'aucun résultat n'est obtenu à partir de cette découverte sensationnelle. Ils retournent alors à leur expérience, à l'expérience Princeps, et ils s'aperçoivent que cette expérience n'est pas reproductible. Des années ont passé, de l'argent a été dépensé, les chercheurs ont été détournés de leur voie de recherche, ce qui retarde d'autant les avancées scientifiques. Ceci est encore plus grave lorsque les malades ont reçu des traitements dont les espoirs ont été surévalués. Mais alors vous allez me dire, pourquoi font-ils cela? Ce peut être un grand scientifique qui croit en sa théorie et qui cherche à ce que toutes ces expériences correspondent à sa théorie, alors que la démarche scientifique, en fait, est de procéder à l'expérience et ensuite de l'interpréter. C'est peut-être aussi l'oubli de refaire un contrôle, pensant qu'il est déjà fait une fois pour toutes, ou le choix de montrer une très belle expérience obtenue par chance, mais qui ne se reproduit pas. Tout ceci dans le but d'accroître sa renommée et surtout de s'obstiner dans sa théorie. Mais plus dangereuse, car plus disséminée, ces tricheries viennent de jeunes chercheurs qui sont poussés à faire de fausses expériences. En effet, après 8 années passées au sein de l'université, le doctorant n'aura pas la possibilité de publier s'il n'a pas de résultats positifs, car les résultats négatifs ne sont pas publiés. Et l'absence de publication lui ferme toutes les portes et du doctorat et d'une possible candidature à un poste de chercheur. Souvent marié à cet âge, avec une charge de famille, la tentation est grande. Le choix entre l'intégrité amenant un renoncement de carrière scientifique et une expérience pipée qui le place dans le peloton des grands scientifiques. Cela nous fait pointer du doigt, nous les professeurs et chercheurs, la nécessité à la fois d'une formation éthique ajoutée à la formation scientifique et surtout celle de la révision des règles d'évaluation des jeunes scientifiques qui sont trop basées sur la publication. Ne nous soumets pas à la tentation, dit la prière. Elle pourrait être complétée par « comme nous ne soumettons pas autrui à la tentation ». Mais alors n'y a-t-il pas de contrôle? Au contraire, aucun autre domaine de la société n'est l'objet à tous les niveaux d'autant de surveillance. Les grands instituts de recherche fournissent des cahiers rapportant les expériences, les pages sont numérotées, les responsables signent chaque page après vérification des résultats. Au niveau national, les objectifs détaillés et hiérarchisés des essais thérapeutiques sont déclarés avant l'essai lui-même pour éviter tout changement de cap prenant pour vrai ce qui est dû au hasard.
Au niveau international, un site collecte tous les doutes des chercheurs qui n'arrivent pas à reproduire une expérience. Les journaux scientifiques qui reçoivent les articles pour publication refont les calculs statistiques, regardent jusqu'au grain des photos pour vérifier qu'une image n'est pas dupliquée, avec comme seule modification celle des résultats attendus. Leur rédaction utilise beaucoup d'autres moyens pour dépister les faux, car leur notoriété est en jeu. Bien peu de médias spécialisés dans d'autres domaines procèdent à autant d'investigations. Les scientifiques garants de la connaissance du monde dans lequel nous vivons s'évertuent à cadrer, à réglementer, à réagir devant toute situation suspecte. Ainsi, leur crédibilité vis-à-vis du citoyen, comme le montre la place en tête dans les indices de confiance des sondages, est gardée. D'autres domaines de la société n'ont pas acquis ou ont perdu cette confiance. Ils n'ont pas fait ce chemin de bonne conduite, encore appelé déontologie. L'intégrité fait appel aux valeurs chrétiennes, de vérité, d'éducation morale et de recherche du progrès par l'effort et non par la compétition. Le but n'est pas la compétition, mais l'amélioration. Non pas la publication, la médiatisation, l'apparence du sensationnel, mais la participation de chacun à la connaissance du monde qui nous est confié et l'acquisition d'un savoir pour gérer au mieux notre maison commune, comme le dit le pape François.